Donc, c'est la troisième partie sur le membre inférieur. Donc, le nerf fémoral, l'ancien nerf crural, énorme tronc nerveux, il est là, hein. Et vous voyez, vous vous souvenez, hein, tout à l'heure, on avait les petits rameaux nerveux tout jolis qui vont vers le biceps, et puis le petit rameau qui va vers le brachial. On a nos trois petits rameaux nerveux, on était contents. Là, regardez l'arborescence des rameaux nerveux du nerf fémoral. Donc, gardez ça en tête. C'est-à-dire que, bon, le tronc qui soit là, je veux bien le croire, mais si vous me demandez quelle est la branche qui va vers le rectus entre tout ça, j'en ai aucune idée. Donc le bloc du nerf fémoral, il est possible. Alors c'est un bloc qu'on doit faire très haut, hein. C'est-à-dire qu'on a notre arcade fémorale, on se met deux travers de dos en dessous et en pique, donc sur le passage du nerf crural, donc en amont de la branche du rectus. C'est vrai qu'il s'occupe de tout le quadriceps, donc on se pose pas souvent la question de à quel point tout le quadriceps est hypertonique. Et même quand on se pose la question, on veut savoir ce qui se passe quand on garde une partie du quadriceps. On est sur une logique de je veux bloquer le rectus, je veux bloquer un vaste, plus que je veux bloquer tout le quadriceps. Il y a juste chez les patients en état de conscience minimale où de temps en temps, on va se dire, bah tiens, il est en hyperextension de genou, est-ce que c'est foutu, c'est complètement rétracté, ou est-ce que j'ai une chance avec de la toxine ou des mobilisations de gagner un peu de flexion. Donc voilà, pas une grande diversité d'indications, un gros tronc nerveux, il est facile à attraper, hein, il est au plein milieu, et on le voit très bien à l'échographie. Voilà. Celui qu'on fait beaucoup plus souvent, c'est le bloc du rectus femoris. Donc Bernard Parade vous dit que c'est cette branche-là, donc vous le croyez. Moi, j'en ai aucune idée. Et puis quand on voit les petits rameaux qui descendent, on se dit que bah, peut-être bien qu'il y a un autre petit rameau qui va donner une branche qui va vers le rectus. Donc beaucoup plus compliqué d'avoir des blocs complets du rectus femoris. On se met à l'aplomb du pubis. On palpe toujours l'épiniaque antéro-supérieur, on palpe toujours le milieu de la rotule, donc vous tracez une ligne entre les deux. Globalement, un peu en dedans de cette ligne, vous piquez et vous êtes sur votre branche du rectus. En tout cas, vous êtes sur votre rectus. C'est le même point de ponction que la toxine, sauf qu'on le fait en beaucoup plus proximal. Votre toxine, vous la faites plutôt par là, généralement. Là, on se met à l'aplomb du pubis, donc très proximal, et on avance. C'est un muscle vraiment qui se bloque bien, imparfaitement, mais avec l'avantage de l'imperfection. C'est une fois de plus, hein, quand vous serez avec votre toxine, ce ne sera pas aussi majeur que si vous faisiez un bloc complet de tout votre rectus femoris. Donc, il se fait bien, il apporte beaucoup d'informations sur Stiffney Gate. Et donc voilà, donc moi je le fais très souvent celui-là, parce que il va me dire si, j'améliore mon patient fonctionnellement au niveau de sa marche tout de suite. C'est-à-dire 10 minutes après, mon patient, il peut me dire, je me sens mieux, je suis plus fluide, j'ai moins le pied qui accroche, j'ai moins mal au dos. Hein, souvenez-vous que le rectus, il est biarticulaire qui ponte la coxo-fémorale, qui entraîne le bassin en avant, donc qui creuse le dos. Donc on a plein de patients paralysés cérébraux en particulier qui ont très mal au dos à cause de ce muscle-là. Et c'est magique. C'est-à-dire que vous faites le bloc, ils font ah, j'ai plus mal. Et puis, quand vous êtes en phase portante, à quel point le fait de ne plus avoir de rectus, ça vous fait pas déverrouiller le genou. Toujours dans l'hypertonie utile, en phase pendulaire, à quel point ils utilisent leur rectus qui est biarticulaire pour faire de la flexion de la coxo-fémorale. Donc, croyez-moi sur parole, on pique là, on va tout droit. Et puis, une fois qu'on est à cette profondeur, c'est 2-3 cm de profondeur, on a généralement une jolie réponse motrice. Alors, parfois, on voit les vastes, hein, qui se contractent, donc il faut se repérer, hein. Souvenez-vous de l'arborescence. Voilà, vous avez tous vos troncs nerveux. Si vous êtes un peu en dedans, vous tombez sur la branche du vaste médial, et donc vous voyez votre vaste médial qui se contracte. Donc, en fonction de ce que vous constatez quand vous êtes en train de chercher, vous pouvez vous remédialiser. Plus vous êtes proximal, plus les branches sont serrées, plus vous êtes distal, plus vous avez une chance d'avoir l'ensemble de votre branche. Hein, si on imagine que ces deux branches vont vers le rectus, bah, si vous êtes sur celle-là, vous mettez de la lido que sur celle-là, vous avez celle-là qui va continuer à innerver le rectus. Donc, c'est une histoire de compromis, le bloc du rectus femoris. Pour le nerf obturateur, un autre muscle, un autre nerf qu'on va souvent bloquer parce que c'est un nerf qui a l'avantage de pouvoir être alcoolisé. Donc là aussi, on ne se pose pas souvent de questions sur qui est-ce qui fait de l'adductum. Globalement, c'est les adducteurs et plutôt le longus, hein, le grand adducteur et surtout extenseur de la coxo-fémorale. Après, vous avez le pectiné, le brevis et l'adducteur longus qui, eux, sont des vrais muscles adducteurs. Et donc, c'est vrai qu'avec le, euh, le nerf obturateur, enfin, la partie antérieure et postérieure
la branche antérieure et postérieure du nerf obturateur, donc la branche antérieure, la branche postérieure, la branche antérieure, la branche postérieure. Vous allez pouvoir faire des choses intéressantes en alcoolisation. C'est-à-dire que on va s'affranchir du fait de devoir toxiner ou traiter l'hypertonie spastique des muscles adducteurs et donc économiser de la toxine pour faire autre chose. Donc, on palpe toujours l'adducteur longus. Voilà, c'est l'adducteur, le moyen adducteur. C'est quand vous écartez les cuisses de votre patient, vous avez ce truc qui vous saute aux yeux là. C'est l'adducteur longus. On palpe son et vous voyez que là, on l'a récliné, on l'a coupé. Le nerf adducteur, il passe juste avant. Et puis après, il va passer entre le longus et le magnus de tête à cet endroit-là. Donc, il passe entre le longus et le magnus. Donc, si vous êtes un peu en proximal par rapport à votre corps musculaire et que vous piquez, bah, vous avez de bonnes chances de tomber sur la branche antérieure. Donc, ça, c'est pour la branche antérieure. Pour la branche postérieure, donc là, c'est ce qui vous est montré avec la petite seringue, il faut passer par derrière. Donc, même principe, votre adducteur longus qui est là, vous palpez en arrière de votre adducteur longus, hein, quand vous le cravatez et vous piquez, vous pouvez tomber sur la branche postérieure. Alors, il y a le tronc sciatique qui passe pas très long non plus, donc faites attention, hein, c'est nos patients très déformés. L'autre façon de le faire, c'est de piquer quand vous êtes en antérieur, donc vous piquez là, quand vous êtes là. Bah, une fois que vous avez trouvé votre branche antérieure, si vous mettez 3 centimètres plus profond, vous êtes censé tomber sur votre branche postérieure. Ça, c'est vrai chez les patients qui sont fins, ça se fait très très bien. Les patients un peu fins, vous tombez sur la branche antérieure, après vous faites flutsch et vous tombez sur la branche postérieure. Les patients qui sont plus épais, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est ce qu'on vous montre avec les petites flèches. Je tombe sur la branche antérieure, j'enfonce, je tombe sur la branche postérieure. Donc là, vous avez un bloc adducteur, donc branche antérieure, puis branche postérieure de tête. Je sais pas si je l'ai laissé comme dans la vraie vie, je crois que je l'ai réalisé avec trucage, j'ai fait des coupes, parce que c'est pas un bloc qui est simple. Lui, on cherche. Lui, on prend un peu de temps. Vous voyez que là, les doigts, je pense que c'est Laurence Maillan qui est en train de faire le bloc. Les doigts de Laurence sont sur l'adducteur longus. Donc, on se met un peu en dehors de votre adducteur longus. On pourrait être un peu plus proximal, hein, on pourrait le faire au niveau de son 4e doigt. Laurence, elle avait fait plus distal. Et puis, on y va. On met l'estime en haut. Et donc on farfouille, et là, c'est réalisé avec trucage, c'est-à-dire que vous avez fait une jolie coupure, et pouf, on tombe dessus. Et on voit la petite contraction. Donc là, je remets juste avant, regardez bien la cuisse du patient, et là, on voit que ça frise au niveau du corps musculaire du grand adducteur, mais je pense que c'est plutôt le moyen adducteur qui devait se diffuser. On injecte notre produit. Donc ça, c'est pour la branche antérieure. La branche postérieure, en faisant flutsch, une fois que j'ai trouvé ma branche. Et si jamais là, à partir de là, j'enfonce mon aiguille pour me retrouver dans cette position-là, je peux tomber sur ma branche postérieure. Là, c'est comme dans la vraie vie. Donc là, c'est un film qui ressemble plus au vrai. Donc là, vous voyez, l'aiguille, elle est ici. Donc je suis beaucoup plus proximal que les vidéos d'avant. L'aiguille est ici. L'adducteur longus, il est là. Donc là, je suis vraiment dans le petit creux qui est ici, où on l'a bien, on a réussi à écarter la jambe du patient. Et après, je farfouille. Donc là, vous voyez, j'ai une jolie contraction sous mon pouce de l'adducteur longus, donc je sais que je suis bien positionné. J'injecte, là c'est une alcoolisation, donc j'injecte 5 cc de ma mixture, donc essentiellement du phénol, et là, flutsch, je pousse, et j'essaie de trouver ma branche postérieure. Là, mon doigt, il est plus postérieur, je vais me positionner plutôt sur mon grand adducteur, et j'essaie de sentir quelque chose. Et là, je suis comme dans la vraie vie. Et quand on est dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on fait des allers-retours profond, superficiel, profond, interne, externe, et entre chaque bip, on essaie de voir si on voit une contraction. Donc quand je bouge, j'écoute mes bips et je me positionne entre chaque bip pour me dire, je mets mon aiguille à un autre endroit et j'essaie de voir si j'ai trouvé mon air à cet endroit-là. Donc on cherche, et puis on tombe, on passe sur des troncs nerveux, c'est pas ça, on se repositionne, et puis on se remet, on replonge. Vous voyez que là, mon doigt, il contrôle la partie postérieure de mon adducteur longus,
et je palpe mon grand adducteur. Donc ça m'aide à me diriger, mon aiguille. Je me dis: «Il faut que j'aille dans cette zone-là», la zone que je palpe et j'essaie de sentir la contraction sous mes doigts. Là, cette vidéo, j'ai fait exprès de vous la laisser en entier pour dire la vraie vie d'un bloc moteur, quand on a l'habitude de faire des blocs moteurs, c'est ça. Donc voilà, ça se fait pas en 3 secondes, c'est pas une toxine botulinique. Là, moi, je l'ai senti, j'ai fait diminuer la stimulation, j'ai dit: «Vas-y, tu peux injecter». Vous voyez que le fait d'avoir la tubulure, ça m'a permis à la personne qui m'aidait de faire un petit reflux. Donc j'ai regardé là si j'avais mon reflux, j'ai pas de reflux. Je maintiens mon aiguille en place et je fais injecter le produit. Voilà. Le nerf tibial, donc le nerf tibial, lui, on va le faire souvent parce qu'on se pose plein de questions à chaque fois sur les gains de nos patients et en particulier, est-ce que c'est toujours spastique ou est-ce que finalement j'ai perdu de l'élasticité et je peux faire toutes les toxines que je veux, je ne regagnerai jamais de la flexion dorsale de cheville? Quand on se pose cette question-là, on peut faire le tronc sciatique en tronculaire, c'est-à-dire au-dessus du creux poplité. Donc vous avez votre tronc sciatique qui arrive, qui, 2-3 travers de doigts avant le creux poplité va donner naissance au nerf fibulaire externe et puis, ça va continuer de plonger et là, vous avez, votre nerf tibial, donc l'ancien SPI qui va après aller dans la loge postérieure, de jambe pour innerver tout le triceps sural, plus les fissures d'orteil, plus le JP. Plein de muscles qui nous gênent, on se pose toujours plein de questions sur ces muscles-là et donc on va, se dire: «Bah, tiens, je vais voir s'il est toujours hypertonique ou s'il est rétracté». Bah, je fais un bloc à cet endroit-là. C'est vraiment pas compliqué à faire. La seule chose, c'est que, la division entre, solaire, gastroc latéral, gastroc médial, elle peut avoir lieu très haut dans la cuisse et donc quand on veut vraiment mettre tout le monde à plat, bah, des fois on remonte, on remonte, on remonte parce que quand on est en train de stimuler, bah, on a toujours l'impression qu'on a, quand on bouge l'aiguille, qu'on a le gastroc un peu isolé, donc c'est qu'on est sur déjà une zone de séparation. Donc c'est gros, hein, vous avez vu, là, vous avez en dissection, c'est loin d'être petit, hein, c'est, un petit stylo quoi les RSP le SPI. Donc les indications, c'est équin, orteil, JP et souvent on est sur les pertes d'élasticité à cet endroit-là. L'autre façon de le faire, c'est de le faire en, plus distal. On veut avoir juste les rameaux nerveux qui vont vers les gastrocs, vers le soleus. Donc là, on imagine toujours notre tronc qui est un peu déporté en externe parce qu'il va donner le SPE. Donc il se déporte un peu en externe pour donner le SPE. Il continue et donc il va donner une petite branche pour le gastroc médial, une petite branche pour la gastroc latérale et un peu plus bas, à peu près au milieu, une branche, solaire supérieure. Donc quand je fais ça, je ne vais faire qu'une anesthésie motrice, qu'une paralysie motrice, donc pas d'anesthésie sensitive, parce que quand je suis proximal, je vais avoir du sensitif aussi, et que d'une grande partie du triceps, en m'affranchissant le fait d'endormir mon JP et mes orteils. Donc c'est beaucoup plus fin comme analyse, beaucoup plus fin, mais un peu plus difficile à réaliser, parce que soit je fais 3 points de ponction, soit, il faut que je, bouge mon aiguille à chaque fois, donc je fasse un point là, un point au milieu, un point externe. En échographie, on les voit moins bien, hein, ceux-là. Lui, on arrive à le voir beaucoup plus facilement. Donc, voilà, plus compliqué techniquement, mais beaucoup plus fin dans l'analyse, beaucoup plus simple techniquement et quand on commence à faire des blocs moteurs, c'est par lui qu'il faut commencer. Alors, donc là, vous allez voir qu'on va se faire, quelque chose qui est plutôt, du sélectif. Donc on commence. Je coupe le son. Donc là, vous voyez qu'on a une très jolie contraction des intrinsèques du pied, c'est magnifique. Regardez, flutsch, flutsch, flutsch. Donc, les intrinsèques du pied, hein, qui sont sous la dépendance du nerf tibial, comme les autres muscles enfin, c'est, vraiment le bloc que vous faites en rétromalléolaire, c'est les muscles intrinsèques du pied, c'est issu du nerf tibial, hein. Et vous voyez que, bah, on est en stimulation très, très haut. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une logique fasciculaire, hein, le nerf. Donc malgré que ce soit des nerfs des radicelles nerveux qui sont au milieu de votre nerf, on arrive à les stimuler. Je trouve ça génial. Donc là et puis là, on commence à avoir un truc qui ressemble à du JP quand même. On a du varus et de l'équin. Alors il va mettre son doigt sur l'Achille, donc on doit avoir plutôt de l'équin sur un pied qui spontanément se présente en varus. Donc là, bah, je suis assez, là, je suis vraiment bien dans l'axe
et vous voyez, il palpe le gastroc latéral, donc j'ai un équin plutôt dans l'axe et sur mon gastroc latéral. Vous voyez que mon aiguille, là, elle est orientée plutôt en médial, donc je vais être plutôt sur mon gastroc médial. Donc on reprend, là j'étais au milieu, plutôt sur mes fléchisseurs d'orteils. Là, je suis assez global sur mon triceps, donc plutôt sur une logique proximale de stimulation, où j'ai tout le monde. Là, vous voyez qu'on a plutôt du JP qui s'exprime. Là, l'aiguille, elle s'oriente en latéral. Je mets mes doigts sur le gastroc latéral. Je sens que ça se contracte. Je vais faire mon gastroc latéral. Et là, j'oriente en médial et je sens une contraction distale. Je vois que ça se contracte au médial et j'injecte. Qu'est-ce que vous avez de beau là? Alors, tuc, là, c'est la cheville, le talon. Là, vous avez votre creux-paupier-té et là, vous avez François Genet qui cherche un air. Et donc là, c'est comme dans la vraie vie et on vous fait un zoom sur, la partie, aiguille. Donc là, c'est pour vous montrer comment on fait. Donc on a passé, on a le bip bip qui nous permet de nous situer. Là, on est vraiment dans l'axe, plutôt haut, hein, par rapport au creux-paupier-té, donc on est plutôt sur une logique de: «Je veux avoir tout le monde» et j'essaie d'avoir tout le monde et je regarde et je palpe. Je bouge petit à petit mon aiguille. Vous voyez que l'aiguille, elle bouge très doucement. Puis là, on a un sentiment que c'est plutôt du gastroc médial qu'on a, hein. L'impression que ça se contracte pas beaucoup là, ça se contracte bien là. Donc François doit continuer à bouger son aiguille parce que lui, ce qu'il a envie d'avoir, c'est un petit peu tout le monde. Donc là, on voit que ça commence à friser en médial. Donc il est sur cette zone de séparation entre les 3 rameaux nerveux. Sur cette zone de séparation, il faut mieux se positionner parce que là, initialement, il était que sur du, médial et qu'il voulait avoir les 3. Donc il s'est positionné, il a fait injecter et puis je pense qu'il va continuer à chercher après. Il s'est dit: «Là, je suis sur un bon endroit et donc je peux continuer à chercher pour essayer d'avoir mieux» et puis il finit de faire injecter. Vous voyez que là, on n'a plus de contraction. Alors c'est un bon signe, c'est-à-dire que quand vous avez la contraction qui disparaît, donc là, vous voyez, on voit la contraction et on va commencer à injecter, on a la contraction qui disparaît. Quand on voit ça, c'est généralement qu'on est en train de repousser le tronc nerveux, avec le liquide et quand on pousse le tronc nerveux avec le liquide, l'électricité, marche ça passe moins bien. Et donc, c'est que je suis au bon endroit. C'est plutôt bon signe quand vous êtes en train de pousser votre liquide, vous avez le sentiment que ça disparaît, c'est pas que vous êtes en train de bouger votre aiguille, c'est juste que votre liquide est en train de bouger le tronc nerveux. Le bloc tibial à la cheville, donc c'est le rétromalaire de cheville, donc c'est le tunnel tarsien. C'est un gros truc, hein, c'est quand vous palpez, derrière votre malléole interne, on sent un truc qui roule et qui fait des fourmis dans le pied, bah, c'est votre nerf tibial à la cheville. Il s'occupe de alors qu'il y ait une branche sensitive, qui naît assez haute, enfin qui naît haute, qui naît à peu près à cet endroit-là. Donc pour réussir à faire un bloc moteur pur, il faut se mettre assez distal, mais ça fait mal, c'est là où ça fait mal. Quand vous palpez l'intérieur de votre cheville au niveau de votre, des reliefs osseux internes, hein, là où vous avez votre tibia, bah, ce qui fait mal quand vous palpez à cet endroit-là, c'est votre nerf tibial voilà, c'est désagréable quand on palpe à cet endroit-là et votre sensitif est en train de partir. Mais si on veut le moteur pur, il faut le faire là. Si, vous vous en moquez un petit peu, du sensitif, à ce moment-là, il faut faire plus haut et donc le point de ponction que moi je propose, c'est toujours de le faire plutôt plus haut et après descendre tranquillement vers, cette zone où passe le nerf tibial, parce que si vous piquez plein de balles ici, c'est vraiment désagréable et l'énorme avantage, c'est que vous allez calmer tous les intrinsèques du pied et c'est particulier sur la griffe d'orteil qui est très complexe à analyser, la griffe entre la chair carrée, le court fléchisseur, le long fléchisseur, les attelages entre, le fléchisseur de l'hallux et les fléchisseurs extrinsèques, enfin, c'est tout un bazar. Donc s'affranchir des intrinsèques, c'est quand même vachement sympa. Donc ça, c'est Philippe Denord qui dit: «Philippe, il est pas cool parce qu'il le fait là où vraiment c'est pas agréable». Donc on passe la peau ici, moi je lui dis: «Je passe plutôt la peau là et après je me faufile pour aller en arrière de ma malléole» et donc il a passé la peau plus distale. Ensuite, une fois qu'on a passé la peau, on regarde les orteils. Vous voyez que là, vous avez un très joli abducteur de l'hallux qui se contracte, hein, sur, cette stimulation. Je vous le remets, vous allez voir l'hallux, il fait schlutsch, schlutsch. Ça, c'est l'adducteur. Toc, toc. Donc, voilà, pareil, il peut y avoir plein de petites branches. Et donc, sinon, on doit avoir on n'aperçoit pas les orteils parce que ça me cache. Mais bon, voilà. Donc, c'est comme le bloc à la loge de Guyon. On peut pas le rater, celui-là, hein. Franchement, on est toujours bien installé, on sait toujours l'attraper.
L'indication, c'est essentiellement les orteils en cours et moi je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir le faire. Pour les doses, ça c'est des propositions de doses. Les gros muscles, hein, comme le soleus, on peut pas faire moins de 300. Les muscles, moins dodus comme, les orteils ou le JP, ils sont moins dodus, mais ils sont loin d'être anodins. Je suis sur les mêmes doses que sur l'épaule de tout à l'heure. On peut être entre, aux alentours de 200, on est toujours pas mal. Les gastrocs, le médial, il est plus gros que le latéral, donc plus dans le gastroc médial que dans le gastroc latéral. Entre 100 et 200, on est toujours pas mal pour les doses. Si ça marche, on verra. Donc ça, c'est un bloc intramusculaire. Lui, c'est celui que je fais. C'est le bloc dans le faisceau antérieur du moyen fessier, qui est un fléchisseur de hanche, rotateur médial de coxo-fémoral. Donc, on palpe le grand trochanter. Votre iliaque, vous la palpez toujours, elle est là. Vous avez la grosse corde qui est entre les deux. Quand vous faites de la rotation latérale de hanche, on sent cette corde qui est d'autant plus présente. Eh ben, c'est ça le faisceau antérieur du moyen fessier. Donc, quand vous avez des questions sur de la rotation médiale, flexion de hanche chez vos patients, c'est une information qu'on voit souvent, et même chez le marchand, et que vous dites, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est inutile? Qu'est-ce qui va se passer si jamais je lui diminue la puissance de ce muscle-là? Est-ce que les genoux vont moins cogner? Alors lui, c'est très bien intramusculaire, parce qu'on a la grosse corde, on pique dans la grosse corde, et là, il faut mettre enfin, ouais, 10 cc, entre 5 et 10 cc hein, de lidocaïne à 1%, pour être sûr de l'endormir, parce qu'il est costaud, costaud celui-là, hein. Mais c'est voilà, c'est le même principe que la toxine. Et vous voyez qu'on voit ici, on voit l'action sur le membre inférieur, ce côté rotateur médial, et plus que abducteur, hein. Le moyen fessier, on vous apprend qu'il est abducteur de la coxo-fémorale, c'est vrai, mais quand vous le stimulez, la coxo-fémorale étant en place, ce que vous voyez, c'est surtout la rotation médiale et de la flexion de hanche. Voilà, donc en conclusion de tout ça, le bloc moteur, il y en a des plus ou moins faciles, des plus ou moins intéressants. Si c'est votre premier bloc, faut commencer par un nerf axillaire, par un nerf tibial en sus poplité pour paralyser tout le monde, vraiment des choses simples. Une loge de Guyon, un rétromalléolaire au niveau tibial. Ils sont faciles, ils sont accessibles. Vous vous posez souvent des questions sur ces muscles-là. C'est une bonne façon d'y répondre à ces muscles-là. Donc allez-y, et puis après vous vous lancez sur les choses plus compliquées comme les obturateurs, comme les médio-ulnaires. Faut du temps, faut être bien installé, et voilà, ça apporte plein de choses. Je vous remercie pour votre attention.